Donc l'identification des filtres analogiques par la méthode temporelle. C'est la première méthode que nous allons voir. Cette méthode donc est toujours encore utilisée. On l'utilise beaucoup pour identifier les systèmes qu'on utilise dans la nature tous les jours. Par exemple, identifier à quelle vitesse réagit une voiture ou ce genre de choses pour pouvoir régler son régulateur de vitesse, par exemple. Donc le filtrage analogique est réalisé avec un ensemble de composants passifs et suivant le cas de composants actifs. Lorsque par exemple les performances désirées ne suffisent pas. Donc on va avoir une amplification dans la bande passante élevée, on va avoir ce qu'on verra un amortissement qui sera très très faible. Donc pour ça on pourra utiliser des composants actifs. Donc pour débuter, on va d'abord se rappeler un certain nombre de choses. Donc pour les résistances, on connaît la relation courant-tension, donc U égale à RI. Alors ça a disparu, ah c'est bien. Donc U égale à RI. Pour les inductances, on se souvient que c'est U égale à LDI sur DT. Et pour le condensateur, I égale à CDU sur DT. Donc j'espère que vous en souvenez tous, il y a un trait en trop là, je vais peut-être être obligé de l'effacer. Mais sachez que le trait là c'est une bêtise. D'accord. Donc tous ces éléments là donc, montrent que c'est des relations que vous connaissiez tous déjà normalement. Donc on peut remarquer qu'il existe donc des relations liées à des différentiels. Les différentiels en fait ça correspond à un terme dérivé, donc un calcul de pente. Donc U égale à LDI sur DT ou I égale à CDU sur DT respectivement. Pour les inductances et les condensateurs. Ce qui nous amène à obtenir des équations différentielles lorsqu'on utilise ces composants en fait pour réaliser un filtre. On arrive donc à des équations différentielles et ces équations différentielles font que c'est pas une simple relation, une simple multiplication. Ce qui veut aussi dire que si le signal d'entrée est un signal simple, par exemple un signal constant, c'est la réponse à un échelon, ou un signal sinusoïdal pour avoir une réponse en fréquence, à ce moment-là, on peut arriver à trouver très facilement le signal de sortie. Par contre, si on a affaire à un signal d'entrée qui devient carré, ou triangulaire, ou complètement un peu tout et n'importe quoi, il faut d'abord calculer donc la somme des sinusoïdes, donc faire sa décomposition en série de Fourier, et calculer la sortie pour chacune de ces fréquences, et après faire la somme. Donc c'est une méthode qui est très longue et fastidieuse, et c'est pour ça qu'en fait, on a eu de la chance en France. On a un monsieur qui se nommait Laplace. C'était un mathématicien qui a démontré qu'il était possible de transformer une différentielle en un produit simple, juste en utilisant une transformation de ce que j'ai appelé de son cru, la transformée de Laplace. Donc grâce aux tables de transformation de Laplace, il est possible, sans trop de calcul, bon, il y en a quand même, hein, mais il n'y en a pas trop, donc d'obtenir la réponse temporelle du signal de sortie d'un filtre pour tous les signaux d'entrée que l'on peut imaginer. Donc on a une équation différentielle en entrée qui va relier E de t et S de t. Donc le signal d'entrée du filtre avec sa sortie. En utilisant la transformée de Laplace, on obtient ce qu'on appelle une équation algébrique. C'est-à-dire qu'on a un produit. D'accord. Donc on prend l'équation différentielle, on calcule, on obtient son équation algébrique. On prend la transformée de Laplace du signal d'entrée E de t, qu'on a introduit dans l'équation algébrique, et on obtient la sortie. Donc S de P, qui est la transformée de Laplace du signal de sortie. Il suffit de le décomposer en éléments simples et de faire la transformée de Laplace moins 1 S de T. Pour faire ces transformées de Laplace, on a deux solutions. Soit on la calcule, comme vous le faites en maths, comme vous allez le faire en maths, ou vous l'avez déjà fait. Ou alors, on utilise les tables. Et les tables, c'est quand même sacrément bien fait. Donc là, je vous ai mis quelques exemples de tables. Par exemple, la transformée de Laplace d'un Dirac, d'une impulsion, donc d'un signal qui vaut 0 tout le temps, sauf à l'instant t égale 0, il vaut 1. Bah, sa transformée de Laplace, c'est tout simplement 1. L'échelon d'unité de hauteur 1, par exemple, sera 1 sur P. Si l'échelon de hauteur ne vaut pas l'unité, mais vaut grand E, par exemple, ça vaudra grand E sur P. Une impulsion retardée d'une durée grand T, on multiplie simplement par exponentielle de moins TP. Et ainsi de suite. Un échelon retardé, après on a donc une rampe, 1 sur P carré. Donc vous voyez que c'est des choses relativement simples. On a la réponse d'un système du premier ordre, on sait que c'est du type 1 sur 1 plus tau P, par exemple. On arrive à retrouver les réponses à chaque fois. Donc c'est quelque chose de relativement simple. On a les réponses pour des sinus, des cosinus, des choses plus compliquées. D'accord. Mais on se rend compte que finalement, n'importe quel signal pouvant se décomposer en somme de sinus et de cosinus, ben, il suffit effectivement de se ramener à des éléments simples, de retrouver des expressions de ce type-là pour savoir si c'est du sinus ou du cosinus. S'il y a du déphasage ou pas, bah, ça s'indique avec le retard, et puis voilà. Donc c'est des choses qu'on va utiliser par la suite.
Mais donc pour identifier les filtres analogiques, il faudra choisir judicieusement le signal d'entrée à appliquer au filtre pour retrouver facilement ces caractéristiques. Donc pour tous les filtres, on peut injecter une impulsion en entrée. Ça permet d'obtenir ce qu'on appelle la réponse impulsionnelle du filtre et qui, grâce à la transformée de Laplace, donc aux tables de Laplace, donc, permet d'obtenir directement la relation entrée-sortie du filtre. Ce qu'on avait vu, c'était la fonction de transfert. C'est ce qu'on avait vu juste auparavant dans les généralités. Ou encore, pour tous les types de filtres, on peut utiliser la réponse en fréquence en appliquant un signal sinusoïdal en entrée, dont il suffira de faire varier la fréquence. Ça permet d'obtenir donc la réponse en fréquence, le diagramme de Bode, et après l'avoir analysé, d'obtenir la fonction de transfert. Donc là, ça veut dire qu'il faut aller regarder le gain dans la bande passante, comment évolue ce gain, est-ce qu'il monte, est-ce qu'il descend, avec quelle vitesse, et ainsi de suite. Ça nous donne donc les ordres comme on avait vu tout au début de l'année. Enfin, donc pour la majorité des systèmes utilisés par les humains, donc là c'est tous les systèmes en fait automatisés qu'on a dans notre vie, le chauffage d'une maison, la vitesse d'une voiture, la luminosité dans une pièce, la température dans une pièce, un peu tout ce que vous voulez. La majorité des systèmes donc réalisés par les humains donc, sont modélisables en fait par des systèmes qui laissent passer les basses fréquences. Donc c'est des systèmes passe-bas. Aussi, on a eu beaucoup d'études mathématiques qui ont été réalisées pour ces filtres et les mathématiciens ont réussi à trouver des relations permettant de transcrire n'importe quel filtre comme un filtre passe-bas équivalent afin d'utiliser les résultats obtenus pour ces derniers. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait toute l'analyse pour les filtres passe-bas. Mais si vous devez modéliser, si vous avez besoin de fabriquer un filtre passo, en fait, vous allez dessiner le filtre passe-bas qui va correspondre à un fonctionnement de filtre passo que vous cherchez. Donc grâce à des transformations du style, si je fais une inversion des fréquences, donc si je dis que oméga, je vais le transformer en 1 sur oméga, je viens de passer d'un filtre passo à un filtre passe-bas, tout simplement. Donc ça, c'est des transformations simples. Il y a des transformations plus compliquées lorsque on veut passer d'un filtre passe-bande à un filtre passe-bas. Mais ça, c'est des notions qu'on verra peut-être par la suite, sinon on les verra en seconde année, en SE3. Donc l'étude temporelle donc, des filtres passe-bas, c'est ce qu'on a prévu de faire aujourd'hui, donc, est obtenue donc, à partir de l'utilisation comme signal d'entrée un échelon Debye-Side. Alors c'est pour ça qu'il nous faut un filtre passe-bas, tout simplement parce que l'échelon Debye-Side va donc partir d'une valeur, ici c'est 1 par exemple sur cette figure, pour arriver à 3 très rapidement. D'accord. Et vous voyez donc que c'est des signaux qui sont constants. Si on avait affaire à un système qui n'était pas passe-bas, en fait on ne verrait pas ce qui se passe. En fait le signal constant ne passerait pas et on ne verrait pas la variation. Donc là on a un système donc, qui part d'une valeur, arrive à une nouvelle valeur fixe. D'accord. Et donc là vous voyez il y a une variation en sortie par rapport à une variation en entrée et on va voir qu'on va utiliser tout ça pour arriver à identifier le filtre. Et avant de pouvoir identifier le filtre, on va faire une analyse. Parce qu'on peut avoir des filtres, donc on avait vu des filtres d'ordre 1, des filtres d'ordre 2, des filtres d'ordre n supérieur à 2. Mais dans tous les cas, on arrive à se ramener à des filtres d'ordre 1 et 2, des produits de filtres 1 et 2. Dans la suite, dans cette étude-là qu'on va avoir, ce sera plutôt des filtres d'ordre 2 au maximum qu'on va analyser. Les filtres d'ordre n supérieur à 2, on les laissera pour plus tard et c'est des cas particuliers. On les analysera plutôt avec la réponse en fréquence, parce que c'est plus simple. Parce que l'ordre du filtre, on peut le voir directement sur les variations de la phase, ou sur les pentes du filtre, donc du gain, la variation du gain. Donc, la réponse temporelle d'un filtre, alors il y a plein d'erreurs, il faudra que je les corrige. Donc la réponse temporelle d'un filtre, par exemple, d'un filtre passe-bas, comme indiqué sur la figure ci-contre, c'est et d'ordre 1 en fait est tout simplement lié à l'identification. Donc cette identification on la voit en fait, donc c'est un passe-bas puisque la sortie devient constante lorsque l'entrée a changé. Donc cette sortie va rejoindre une nouvelle valeur, il y a eu une zone de transition et puis on va aller regarder est-ce que la pente à l'origine est nulle ou pas. Donc ici par exemple la pente à l'origine est non nulle. Donc ça veut dire que je me retrouve à avoir affaire à un filtre d'ordre 1. Si par contre maintenant je vois que ma pente à l'origine est nulle, d'accord, c'est le même type de réponse mais la pente à l'origine ici est nulle comme vous pouvez le constater, à ce moment-là on a affaire à un ordre supérieur à 1. Donc là dans notre cas on va supposer que c'est un ordre 2. D'accord, mais c'est la pente ici qui est nulle. Donc alors cette pente qui est nulle peut être vue de deux manières.
soit comme étant en retard pur. Vous voyez, le système, on a bougé l'entrée et la sortie ne bouge pas tout de suite. Donc c'est un peu comme un système de retard pur, ou du style, vous ouvrez vous ouvrez un robinet, et vous avez un long tuyau d'arrosage, jusqu'à ce que l'eau sorte du tuyau d'arrosage, il se passe un certain temps. À condition que le tuyau d'arrosage, bien sûr, était vide, était rempli d'air et pas d'eau. Sinon, l'eau sortirait instantanément. Donc ça permet de voir, donc, de constater que, par exemple, un simple tuyau d'arrosage, c'est déjà un système avec un retard pur, avec une montée en pression. Donc vous voyez, la nature correspond bien à des systèmes d'ordre, de type de filtre passe-bas, d'ordre 1, 2 ou plus. Généralement plus que 1. Alors le filtre d'ordre 1, donc sa réponse en fréquence, on l'avait vu déjà. On avait vu ça quand on avait fait les charges de condensateur, les décharges et ainsi de suite. Et on avait vu donc que la sortie du système pouvait être égale donc à delta S, un facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur tau, plus la valeur initiale. Alors la valeur initiale, c'est la valeur à laquelle je démarre. Delta S, c'est la variation de la sortie. C'est la nouvelle valeur de la sortie au bout d'un temps suffisamment long. Pour identifier ce type de fonction, donc, c'est une fonction de transfert du premier ordre. Elle va s'écrire k sur 1 plus j oméga sur oméga 0. C'est un passe-bas. Qui peut encore s'écrire donc k sur 1 plus p oméga divisé par oméga 0. La valeur de k, nommée le gain statique, est obtenue en faisant le rapport des valeurs finales de s de t et de e de t. Donc c'est tout simplement k égale à delta s. Oh purée, je me suis trompé. C'est delta s sur delta e. C'est l'inverse ici. C'est une grossière erreur. Je vais vite la changer. Je me permets de faire ce changement. Parce que sinon ça ne va pas le faire. Même si on est en enregistrement, ça ne fait rien. Voilà. Donc ici, ça c'est fait. Donc delta S sur delta E. Et la constante de temps tau, c'est égal à 1 sur oméga 0. Elle est obtenue par la mesure du temps à 63% de la variation de S de t. Soit pour S de t égale à 0,63 fois delta S. Alors je l'ai représenté ici avec des traits. Je me mets ici à 0,63 delta S. Et je vais regarder quel est le temps. Ce temps vaudra tau. Alors on pourrait faire la mesure à 3 taux. 3 taux, pour un premier ordre, on se souvient, c'est à 95% de la variation. Le problème, c'est que ici, dans cette zone-là, donc il y a 95% de la variation, on va avoir énormément de mal à faire une mesure, tout simplement parce que la pente est très plate. Donc voir une variation de signal qui va faire une différence entre 90 et 95 ou 80 ou même 98% va être très compliqué, parce que sachez qu'à 4 taux, on est à 98%, donc il n'y a que 3% de variation. Voir ça à l'oscillo, par exemple, lorsqu'on fait une mesure, c'est compliqué. Surtout si le signal en plus est un peu bruité, alors là, c'est même plus la peine. C'est pour ça qu'on va chercher à le faire dans cette zone-là, où les variations de la sortie sont grandes, sont rapides, et ça nous permet bien de faire une bonne différenciation. Est-ce que vous voulez que je fasse une petite pause maintenant, pour vous permettre de tracer le signal, pour bien comprendre la figure?